Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Françoise Keepmans. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Molenbeek, bien sûr, député fédéral et maire également. Alors, évidemment, aujourd'hui, je suppose que vous avez en tête des choses qui vous font penser au 13 novembre, parce qu'à 13h30, vous allez inaugurer un monument. Ça s'appelle la Flamme de l'Espoir. Et à quoi allez-vous penser au moment de cette inauguration ? Mais je vais me replonger au 15 ou 16 novembre de l'année passée, où nous avons connu les attentats de Paris du 13 novembre, et puis tous les jours qui ont suivi et qui ont été des journées extrêmement fortes, intenses, parce qu'il fallait évidemment pouvoir rassurer la population, assurer la paix publique, accompagner la police fédérale dans ses opérations. Donc il y avait cette grande inquiétude dans la population, mais il y avait aussi de la solidarité. Et je me souviens du rassemblement qui s'est tenu le mercredi qui a suivi les attentats de Paris, où il y avait des Molenbeekois et des Bruxellois, je dirais de tous les quartiers, de toutes les origines et aussi de tous les âges, qui étaient sur cette place pour dire non à la haine. Nous sommes solidaires des victimes et nous ne voulons pas de cette situation. Nous sommes aussi des Molenbeekois, nous nous affirmons Molenbeekois. Et c'est pour moi le moment le plus intense que j'ai eu dans ma vie politique, parce qu'on avait connu des événements effroyables et malgré cela, eh bien, on voulait dépasser la crainte, la frayeur et aller de l'avant. Donc c'est ce 18 novembre que vous allez garder en tête. Et là, tout à l'heure, c'est un artiste molenbeekois, d'ailleurs Mustapha Zoufri, qui a réalisé cette flamme de l'espoir. Vous l'avez déjà vu ? Oui, 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 bien sûr. Ça donne très très bien, toutes ces lettres rassemblées. Oui, et donc... c'est un beau symbole. Oui, et il se trouve justement sur la place communale. Cette place qui a accueilli tous ses habitants au lendemain des attentats. C'est vraiment un espace de vie important dans notre commune. Et donc, je trouve que cette statue trouve toute sa force en étant installée là. Alors évidemment, on a dit à partir des lendemains du 13 novembre que Molenbeek était un nid de terroristes. Pas tout à fait faux, puisque 4 terroristes sur 10 du 13 novembre provenaient de Molenbeek. Yann Yambon a dit qu'il y avait des complicités dans la communauté et dans la commune. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites face à ces critiques qui sont venues? Voilà. Moi, dès le départ, au lendemain des attentats, j'ai dit qu'il n'y avait pas de complicité, que les Molenbeekois étaient extrêmement choqués par ces événements, mais qu'il y avait comme particularité sur la commune un réseau de criminels, de voyous qui étaient devenus des radicaux violents, des terroristes, et ça parce qu'il y avait un environnement particulier, mais aussi parce que tous ces individus se connaissaient. Depuis l'enfance, ils avaient été à l'école ensemble, dans des associations. Il y avait cette figure charismatique d'Abaoud qui, à mon sens, les a véritablement entraînés avec lui. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a... c'est ça, je veux dire, qui est important. Pour le reste, il était aussi essentiel de mettre de l'ordre à Molenbeek. Je n'aime pas ce terme, ça m'a choqué, ce terme nettoyer, parce que ça sous-entend que finalement tous les Molenbeekois étaient concernés par ces actes de terrorisme, ce qui n'est absolument pas le cas, mais il fallait mettre de l'ordre, et c'est ce que nous avons réalisé pendant 6 mois, notamment dans le cadre du plan Canal, puisque Molenbeek avec Vilvoorde a été considéré comme une commune pilote. Et nous avons véritablement lutté contre la délinquance qui a nourri ce radicalisme et ce terrorisme ces dernières années à Molenbeek. Alors, on a vu que ça a pris du temps aussi pour quand même arrêter tout le monde dans cette nébuleuse. Il y a même eu des attentats supplémentaires chez nous, à Bruxelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces cellules sont éradiquées à Molenbeek ? Alors, je pense qu'en effet, il n'y a plus de cellules ni de réseaux. Et nous avons véritablement fait en sorte qu'ils disparaissent en luttant contre la délinquance, mais évidemment le risque zéro n'existait pas. Mais nous sommes vraiment vigilants. Nous avons d'ailleurs un suivi concernant tous les individus qui nous sont renseignés par l'OCAM et sur lesquels nous sommes autorisés de faire des enquêtes administratives, pour que justement on puisse voir qu'il n'y ait pas d'autres activités, savoir notamment quelle est leur situation administrative. Je pense que c'est aussi important, mais
nous nous concentrons exclusivement sur les personnes qui nous sont renseignées par l'OCAM. Et donc, il n'y a pas lieu de faire des enquêtes sur toutes les Molenbeekois. Et je pense que la distinction est importante à faire. Est-ce que la communication entre police fédérale et police locale est meilleure? Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des couacs de communication. La commission d'enquête, d'ailleurs, l'a prouvé et le prouvera encore. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez un meilleur fonctionnement? Alors, les policiers locaux ont été interrogés dans le cadre de la commission attentat et ils ont expliqué qu'ils avaient fait leur travail, qu'ils avaient véritablement fait des enquêtes de proximité, qu'ils avaient convoqué notamment les frères Abdeslam, que ces informations avaient été transmises à la police fédérale, mais que cela n'avait pas suffi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, véritablement, il y a des enquêtes plus approfondies par rapport aux individus qui sont soupçonnés de radicalisme. Alors sur le terrain, les bourgmestres de la zone nord disent que commencer à regarder, à fouiller dans le registre national, c'est peut-être pas très légal, qu'il faut une consultation judiciaire. Est-ce que c'est votre avis aussi qu'il y a une certaine illégalité là, dans cet aspect du plan Canal? Non, parce que nous nous concentrons sur les individus pour lesquels nous sommes autorisés à faire une enquête. Et je pense que c'est important justement qu'on connaisse la situation de ces personnes qui sont susceptibles de radicalisation. Alors elles ne sont pas nombreuses. Pour Molenbeek, la liste qui nous a été communiquée comporte 57 noms. Donc ce n'est absolument pas des enquêtes sur la population. Donc c'est ciblé. Absolument. Alors, vous avez aussi demandé de pouvoir fermer des lieux. Parce que vous pouvez fermer des lieux aujourd'hui, mais pour des raisons un petit peu... c'est pour des raisons urbanistiques, oui. Alors que vous vouliez fermer des lieux pour des raisons de radicalisme. Alors là, comment ça avance ce dossier-là? Est-ce qu'au niveau législatif, est-ce que les bourgmestres vont pouvoir fermer des lieux pour radicalisme? Alors, dans le cadre de la commission terrorisme, il y a des propositions qui ont été faites par tous les partis. Et le MR a déposé comme proposition justement la possibilité pour les bourgmestres de pouvoir fermer des lieux susceptibles d'activités radicales, mais surtout à caractère terroriste. Alors, ce dossier n'a pas encore, cette proposition n'a pas encore fait l'objet d'un examen au sein même de la commission. Et il y a d'autres propositions aussi qui ont été faites. Nous considérons, enfin moi je considère comme bourgmestre, qu'il est intéressant de pouvoir prendre des arrêtés de fermeture. Ce sont des arrêtés qui peuvent durer jusqu'à 6 mois, qui permettent aussi aux intéressés de pouvoir se défendre, d'expliquer que absolument pas, leur lieu est tout à fait conforme et à des activités tout à fait normales. Mais je trouve que c'est un outil de précaution par rapport à des situations qui peuvent être problématiques. Cette possibilité, elle existe pour les bourgmestres, notamment pour les lieux où il y a de la drogue, du trafic d'armes, des êtres humains, de sécurité, d'urbanisme, d'inhabitabilité, d'insalubrité. Donc je pense qu'on a différentes possibilités et pouvoir ajouter aussi cette possibilité, ce pouvoir donné aux bourgmestres de fermer à titre temporaire ces lieux, ça me semble un instrument tout à fait intéressant. On a parfois l'impression qu'au niveau législatif, le gouvernement avait parlé de 30 dispositions qu'il fallait mettre en avant après les différents attentats. On a l'impression que ça n'avance pas toujours très très vite. Il y a la prolongation de la garde à vue qui n'est toujours pas passée. Qu'est-ce qui bloque? En fait, il y a beaucoup d'auditions qui se font actuellement en commission terrorisme et ça prend du temps. Et c'est vrai que je regrette qu'on ait finalement voté aujourd'hui que l'autorisation des perquisitions 24 heures sur 24, les cartes SIM qui ne peuvent plus être en vente libre comme par le passé, et également le suivi des voyageurs sur les avions. Mais c'est relativement peu par rapport à tout le dispositif législatif que nous souhaitons prendre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, tout autre sujet, on va en venir sur les suites du budget fédéral et ces économies, notamment sur les médicaments. Ça passe pas bien de devoir payer plus cher les antibiotiques, les sprays nasaux, les médicaments contre les brûlures d'estomac. Comment défendez-vous la ministre Maggie De Blok? Alors, c'est vrai que on consomme beaucoup de médicaments en Belgique. Le montant est de 550 € par habitant, déduction faite justement des remboursements. Et je pense qu'il est essentiel que, évidemment, les Belges puissent se soigner et qu'ils puissent avoir des médicaments de qualité. La santé, c'est
une priorité, c'est essentiel. Je pense qu'il faut prendre des mesures de précaution. Il faut aussi mieux se concerter avec les médecins qui, parfois, font des souscriptions un petit peu, je dirais, abusives, où trop facilement, ils prescrivent des médicaments à leurs patients. Donc là, je pense qu'il doit y avoir également oui, mais le une fait de les augmenter, conscientisation. vous croyez que le fait de les augmenter, ça va diminuer la consommation? Alors, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ces augmentations et qu'il y a des maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. On ne peut pas imaginer que là, on ait des augmentations importantes, mais que, par exemple, pour les antibiotiques, le Belge est un grand consommateur. Il faut, là, être beaucoup plus vigilant. Alors, pour terminer, la question qu'il faut vous poser, vous êtes bourgmestre, un autre bourgmestre, celui du Clermont de Decker, est dans la tourmente du Casaguet. Est-ce qu'il doit faire un pas de côté? Est-ce que c'est encore normal pour lui de penser qu'il sera bourgmestre après les élections communales en 2018 aussi? Quelle doit être son attitude? Alors, je pense que c'est aussi, et surtout dans le cadre de ses activités parlementaires, qu'on lui fait des reproches d'avoir... D'avocat, vous voulez voilà, dire plutôt, oui. À la fois dans le cadre de ses activités d'avocat, mais aussi de parlementaire, sénateur, pour avoir fait accélérer l'adoption de lois concernant justement la situation de certaines personnes et leur régularisation. Mais moi, je crois qu'il doit s'expliquer, assurément, et c'est une demande qui est faite aujourd'hui par de nombreux responsables du mouvement réformateur, c'est que Armand de Decker doit s'expliquer sur l'attitude qu'il a pu avoir par rapport à ce dossier. Merci Françoise Ketmans. Demain, autre interview, autre invité. Bonne journée et bonne soirée à tous.